Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Smart City consacré aux énergies alternatives. Je vous présente mes invités. Sacha Farkas, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable des relations presse chez SEAT et Cupra France. Thomas Verstrepen, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, consultant en nouvelle mobilité au sein du cabinet Wavestone. C'est quoi en quelques mots le cabinet Wavestone ? Wavestone, c'est un cabinet de conseil en transformation. Ouais. Donc on accompagne les grandes entreprises du CAC 40 sur leur transformation. Donc, notamment aujourd'hui, on va parler des nouvelles mobilités, donc que ce soit dans le transport, l'énergie, mais aussi la cybersécurité, manufacturing, plein d'autres sujets. Et la question des mobilités, des nouvelles mobilités, en lien évidemment avec la transition écologique, est-ce que vous l'avez vu monter au fur et à mesure des dernières années ? Oui, tout à fait. Je pense vraiment par exemple à 2017 où il y a eu vraiment l'émergence de toutes les nouvelles mobilités, les trottinettes, les vélos assistance électrique qui ont fait réagir aussi les grands acteurs du transport, de l'énergie, de l'automobile. Et donc on voit effectivement que ces acteurs sont en train de s'adapter et de proposer de nouvelles solutions. Alors, il y a évidemment une date qui est très importante et qui, pour le secteur automobile, voilà, c'est un marqueur, c'est 2035, la Commission européenne qui annonce la fin de la commercialisation des voitures thermiques en 2035. À quel point c'est une révolution pour le secteur automobile ? Alors c'est une révolution parce que ça fait depuis l'apparition de l'automobile qu'on n'a pas vécu comme ça une transition aussi rapide. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de l'automobile, mais sachez que les premières voitures qui ont été fabriquées au 19e siècle, c'était des voitures électriques, avant qu'avec Ford, c'est le thermique qui prenne le pas, mais c'est une vraie révolution. Et aujourd'hui, elle ne se fait pas toute seule, donc elle ne se fait pas qu'avec les constructeurs, mais aussi avec les gouvernements et les municipalités. Ouais. Et c'est la question de la rapidité, elle est quand même très, très importante, parce que 2035, on a une quinzaine d'années devant nous, mais quand même, c'est demain, quoi. C'est-à-dire qu'à la dimension d'un secteur, d'une industrie, ça suppose des mutations majeures qu'on soupçonne peut-être pas les uns et les autres. Bien sûr, alors l'avantage, c'est que la technologie, on l'a. Oui. Donc après, il y a quelques réglages liés évidemment à la fabrication de batteries, puis surtout au nombre de véhicules qu'on fabrique. Rien qu'en France, on vend quasiment 2 millions de voitures. Donc imaginez à l'échelle mondiale. Donc en gros, c'est plus la quantité des batteries et des voitures qui doivent être fabriquées qui va être un vrai défi. Pas tellement la technologie, parce qu'elle est connue. Ouais. Alors si on devait, Thomas Verstrepen, faire un peu la liste des alternatives à la bonne vieille voiture thermique, alors évidemment on va mettre l'électrique, qu'est-ce qu'on met dedans ? Effectivement, donc l'électrique, c'est vraiment là où il y a la plus forte dynamique, puisque cette année, là, on est à la fin du mois d'août, là, on était déjà à plus de 90 000 ventes, ce qui attend déjà pratiquement les ventes de l'an dernier qui avaient vraiment explosé par rapport aux années précédentes. Mais on a évidemment... Donc on a atteint en 8 mois les ventes de l'année précédente. Quasiment. Quasiment. Et l'année dernière, on avait déjà fait quasiment x3, on était à 40 000 à peu près en 2019, 110 000 en 2020. Donc il y a vraiment une très très forte dynamique sur l'électrique. Mais comme vous le dites, il y a d'autres énergies. Je pense notamment à l'hydrogène, qui est plus en expérimentation, ou en tout cas un peu au démarrage. On vend autant de véhicules à hydrogène aujourd'hui qu'il y a 10 ans dans l'électrique. Donc on est quand même au tout début. Peut-être pas aussi les mêmes contraintes logistiques, puisque l'hydrogène c'est quand même plus compliqué à mettre à disposition. Et puis c'est pas les mêmes usages. Il y a notamment pour le fret maritime, routier. On détaillera ça tout à l'heure. Mais donc électrique, hydrogène, le gaz aussi, le biogaz. Oui, et puis on a le GPL aussi, le gaz pétrole liquéfié. Mais c'est des usages qui vont pas nécessairement être les plus utilisés sur les nouvelles mobilités. Donc il y a plein de nouvelles énergies qui sont utilisées, mais il y en a vraiment une ou deux qui vont être utilisées pour les nouvelles mobilités. Alors, Sacha Farkas, que développe SEAT en matière d'énergies alternatives ? C'est quoi la ligne ? Alors, il y a évidemment la ligne directrice d'un grand groupe mondial comme Volkswagen qui priorise le tout électrique. Donc ça, c'est bien sûr le premier axe, que ce soit en voiture ou en micromobilité, parce qu'on a également des scooters et des trottinettes. Et ensuite, je sais qu'il y a un positionnement qui nous est propre, c'est le GNV, donc le gaz naturel, qui est une alternative finalement peu connue. Pourquoi ? Liée à son développement et au nombre de stations existantes, mais qui permet, par exemple, de baisser des émissions de CO2 de 30 à 80% si on est sur du bio-GNV, de baisser également la consommation, et qui allie bien, en fait, qui s'allie bien avec
une motorisation essence. C'est quoi exactement le bio-GNV? Alors le bio-GNV, c'est tout simplement le GNV. Donc GNV, c'est gaz naturel de l'extraction. Le bio-GNV, c'est tout simplement la méthanisation des déchets organiques. Voilà, c'est... Après, je ne connais pas le process dans le détail, mais en tout cas... Mais je voulais que vous le disiez, parce que c'est important, Thomas Verstraeten, parce qu'on se projette dans l'avenir dans cette émission, et le bio-GNV, il a un avantage, qui est quand même la production locale. C'est-à-dire on est vraiment dans la définition du circuit court. Oui, tout à fait. Et c'est l'un des enjeux de rapprocher les usages aussi au plus proche des personnes qui vont utiliser ces mobilités. Après, ça dépendra aussi des localités. Par exemple, en centre-ville d'une grande métropole, on ne pourra pas tout produire aussi sur place. Donc, il faudra faire appel à des grands réseaux, là encore électriques et autres, pour vraiment répondre à toute la demande. Oui, mais ça je reste sur le bio-GNV, parce que c'est même une filière agricole qui est en train de se mettre en mouvement autour de cette énergie. Je reviens à l'électrique, parce qu'effectivement, vous disiez, c'est vraiment la ligne choisie par le groupe Volkswagen. Quels sont les freins aujourd'hui au développement de l'électrique? Parce que vous dites, on a la technologie, il y a la réglementation européenne. C'est quoi les freins pour vous? Les bornes, peut-être le déploiement des bornes, même s'il y a un plan qui a été mis en place? Alors, si on parle d'énergie alternative, l'électrique, finalement, commence, en tout cas dans des pays comme la France, à être pas mal accompagné par les initiatives gouvernementales. On est à 42 000 stations électriques. Aujourd'hui, on prévoit 100 000 en 2022. Et les freins, ils sont liés tout simplement à l'autonomie. C'est-à-dire l'autonomie, elle est autour de 300-400 km aujourd'hui en moyenne. L'objectif, c'est d'avoir des stations un peu partout sur le territoire français pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on ne peut pas aller d'un point A à un point B. Ensuite, il y a le coût, puis il y a aussi beaucoup de pédagogie qu'on doit faire sur les nouvelles énergies auprès des clients. Oui, dans l'émission tout à l'heure, on parlait d'éco-conduite et de pédagogie auprès des conducteurs. Ça s'apprend de conduire une voiture électrique d'une certaine façon. Bien conduire une voiture électrique, c'est pas si simple. C'est pas si simple et c'est très amusant. Parce que l'idée, par exemple, quand on conduit une voiture électrique, c'est de récupérer de l'énergie. C'est-à-dire qu'en freinage ou en ville, on va avoir une autonomie bien plus importante, alors que sur une voiture thermique, c'est l'inverse. Et sur autoroute, l'autonomie annoncée a tendance à baisser parce que sur des vitesses élevées, on n'est plus sur ce qu'on a annoncé. Thomas Verstraeten, les enjeux d'avenir de la filière de la voiture électrique ou de la mobilité électrique, c'est quoi? C'est l'autonomie des batteries. Est-ce qu'on a beaucoup progressé depuis 4-5 ans, et quelles sont les perspectives en la matière? Oui, on a beaucoup progressé. On a des modèles maintenant qui vont jusqu'à 500, 600 km. Donc après, c'est des modèles qui sont encore très chers. Mais sur l'autonomie, effectivement, il y a encore une marge pour pouvoir vraiment apporter des performances très intéressantes. Il y a quand même aussi dans les défis les questions des matières premières, puisqu'il faut qu'elles soient disponibles. Bien sûr. Et puis il y a des gros enjeux aussi en termes de production et des enjeux industriels aussi pour la France. On a plusieurs projets qui ont été lancés. Et puis effectivement au niveau des réseaux aussi, il y a toute une question du pilotage de l'électricité, des bornes, donc de réfléchir à comment optimiser l'utilisation de ces bornes et la recharge, peut-être d'essayer de recharger les véhicules au bon moment, par exemple la nuit, au moment où il y a moins d'utilisation des réseaux. Donc il y a tout un écosystème en fait à adapter pour que le véhicule électrique puisse vraiment se déployer du mieux possible. Il y a des critiques qui sont faites sur l'impact environnemental des véhicules électriques. Elles sont essentiellement liées à la fabrication des batteries et au cycle de vie des batteries, c'est ça ? Effectivement, sur la fabrication, c'est là où où ça pollue le plus. Après, l'avantage, c'est qu'en centre-ville, c'est là aussi où il y a un vrai enjeu de dépolluer les centres-villes. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'un des problèmes. Et puis sur les batteries, alors effectivement, une batterie, c'est polluant. Pour autant, on peut quand même donner plusieurs vies aux batteries. Il y a la seconde vie pour des véhicules qui sont un peu plus à des usages un peu plus lents. Par exemple, il y a des véhicules qui sont utilisés sur les aéroports pour faire de l'utilitaire, voilà, donc des choses qui ne demandent pas des performances très fortes. Et puis il y a aussi de la troisième vie,
avec du stationnaire qu'on peut utiliser chez soi ou même sur une péniche. L'autre fois, j'allais sur la péniche de quelqu'un qui avait utilisé des batteries de troisième vie. Et ben voilà, et donc plus on prolonge évidemment la vie des batteries, plus le bilan environnemental progresse. Sacha Farkas, le tout électrique, c'est pas forcément une solution pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a en fonction des usages, il faut aussi s'y adapter, quoi. Alors aujourd'hui, c'est peut-être pas une solution pour tout le monde. On parlait des milieux urbains. Donc quand on utilise le terme alternatif, ça peut être une énergie alternative, mais ça peut aussi être un moyen de mobilité alternatif. Bien sûr. Donc ça peut être un vélo, ça peut être un scooter, ça peut être un trottinette. Et tous ces moyens sont aujourd'hui électrifiés. Donc effectivement, en ville, une trottinette peut très bien remplacer une voiture sur des trajets courts. Et puis aussi, on peut faire en sorte d'avoir une multimodalité, d'utiliser trottinette, scooter et voiture en fonction de ses besoins. Mais quand on habite en dehors des grandes villes, c'est une problématique encore un peu différente, quoi. Effectivement. C'est pour ça que les deux modèles vont cohabiter encore quelques années. Exactement. Ouais. C'est pas du tout les mêmes besoins en milieu rural et en milieu urbain. Je voudrais qu'on parle de l'hydrogène. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, Thomas Verstraeten. C'est intéressant. Vous disiez l'hydrogène est aujourd'hui au niveau de l'électrique il y a 10 ans. Est-ce que son développement peut être plus rapide dans la décennie à venir ? Comme je le disais, c'est d'autres contraintes aussi logistiques, techniques. Donc, on a quand même déjà, notamment en France, un réseau électrique qui est quand même très puissant avec une vraie industrie derrière. Donc, on a lancé de grands projets sur l'hydrogène. Je pense que de toute façon, il n'y a pas besoin de faire deux fois la nouvelle mobilité avec une énergie. Il faut trouver des usages qui vont être les plus adaptés. Je parlais du fret. Il y a aussi des services, par exemple, il y a des régions qui sont spécialisées dans le domaine de l'hydrogène. Là, je pense à Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Ils lancent des projets, notamment de Sea Bubbles, qui proposent des bus volants sur l'eau, qui ont besoin de stations pour se recharger. Donc, il va falloir trouver les bons usages. Mais l'hydrogène a de l'avenir en France pour la mobilité. Philippe Boucly, qui est le président de l'association France Hydrogène, estime que 300 000 taxis, véhicules d'entreprise, artisans et livraisons à hydrogène pourraient circuler dans 10 ans. Je ne sais pas s'il est optimiste, mais est-ce que le développement peut passer par les professionnels, en fait ? Vous voyez ce que je veux dire ? Par le circuit des professionnels, parce que là, on parle des taxis, on parle des véhicules d'entreprise, on parle des artisans. Oui, tout à fait. C'est notamment sur la livraison. Il y a des enjeux de temps de déplacement. On peut aussi prendre plus de temps pour utiliser ces mobilités. Donc, comme je le disais, pour la mobilité de tous les jours et la mobilité urbaine, l'électrique va être plus adapté. Pour autant, pour des usages très précis, professionnels, l'hydrogène peut vraiment apporter plus. Je voudrais terminer, il nous reste 2 minutes, avec le rythme de la transition, Sacha Farkas. Transition lente ou transition accélérée ? Qu'est-ce qui justifie finalement que la transition soit relativement lente ? Les infrastructures, le manque d'infrastructures ? Il y a beaucoup de facteurs. Il y a les infrastructures, il y a bien sûr aussi peut-être la méconnaissance, c'est-à-dire une voiture électrique. On commence un peu à comprendre comment ça fonctionne, mais si on parle de bioéthanol, de GNV, d'hydrogène, aujourd'hui ça reste quand même très, très flou. Oui, un peu mystérieux, tant qu'on n'est pas monté à bord, quoi. Mais ça va aller très vite, finalement. Ça va aller très vite parce que, vous le disiez en introduction, finalement en 2035, 2040, on n'aura plus de voitures thermiques qui seront fabriquées. Et quand Daniel Cohn-Bendit dit la transition écologique en douceur, ça n'existe pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée, Thomas Verstraeten ? De toute façon, pour faire la transition, il faut quand même de la radicalité sur les moyens qui sont apportés. On a besoin de vraiment transformer, et c'est pour ça aussi cet enjeu des 100 000 bornes, c'est un chiffre quand même très élevé. On a besoin de faire de grands changements si on veut adapter toute la filière. Et par exemple, là, on le voit dans les centres-villes, en 2 ans, par exemple, la gestion des trottinettes et des vélos à assistance électrique a totalement changé. Je pense à Lime avec Uber. Maintenant, toutes les trottinettes, tous les vélos ont des batteries amovibles qu'on peut utiliser pour chacun mode de transport. Et on voit que donc, ça se transforme d'une année à l'autre vraiment radicalement. Donc c'est difficile de se projeter dans 10 ans finalement.
C'est difficile. Par contre, on sait effectivement qu'on a des échéances qui arrivent avec des centres urbains qui sont de plus en plus exigeants sur les émissions de CO2, avec les zones à faible émission. Et puis, on a aussi le ralentissement de la vitesse. Donc, on a plein de transformations urbaines qui, de toute façon, vont accompagner ces changements. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus participer à ce débat de Smart City. On va continuer de parler mobilité, Smart Move. On monte à bord d'un bus autonome de la RATP.